Bonjour à tous, bienvenue dans cette première séance de révision. On va commencer par le chapitre sur le commerce international. On va prendre partie par partie et à chaque fois on terminera par un petit, comment dire, un petit résumé du programme et des sujets qui peuvent tomber, en insistant à chaque fois sur quelques éléments de correction si vous avez un de ces sujets. Alors, commençons tout de suite avec donc, quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. C'est un sujet qui est vaste et qui est traité sous plusieurs aspects. Alors, globalement, ce qu'on va parler, c'est de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? C'est l'émergence d'un marché mondial unique pour le travail, le capital, donc les facteurs de production, mais également les biens et les services. Et ça concerne le commerce international. Donc mondialisation, c'est à la fois du côté des facteurs de production et des biens et des services. On commence ce chapitre par se demander, du point de vue historique, du point de vue des chiffres, comment s'est développé le commerce international. Donc il s'agit de caractériser l'évolution du commerce international. On verra dans un de second temps quelles en sont les causes, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène. Puis, dans une troisième partie, quelles en sont les conséquences? Est-ce qu'il faut pour un pays adopter une politique de libre-échange ou plutôt de protectionnisme? Et puis, on terminera par une partie qui est plus consacrée aux entreprises et à leur choix de localisation. Donc, le commerce international, qu'est-ce que c'est? C'est à la base quelque chose, c'est la valeur ou le volume des biens et des services échangés entre les pays. Et ça, on peut l'évaluer à travers le solde de la balance commerciale du pays, et qui permet de mesurer effectivement si les échanges d'un pays sont, comment dire, les exportations sont supérieures aux importations ou l'inverse. Le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'on a l'impression déjà que le commerce international, c'est quelque chose de plutôt récent, mais en fait, historiquement, c'est quelque chose d'ancien et ce que Susan Berger appelle notre première mondialisation. C'est-à-dire qu'au 19e siècle, il y avait déjà un phénomène de mondialisation, non seulement à travers le phénomène de colonisation, d'importation de matières premières depuis les colonies, et puis les pays développés réexportaient des produits manufacturés produits à partir de ces matières premières vers les colonies. Et cette première mondialisation, elle a été portée par de grandes innovations de transport, notamment le chemin de fer ou le transport maritime. Alors je vous disais, le deuxième point qu'on peut essayer la deuxième question qu'on peut essayer de se poser, c'est comment est-ce qu'on mesure le fait que la mondialisation soit plus ou moins importante, que le commerce international des biens et des services soit plus ou moins fort? On peut déjà calculer au niveau d'un pays un taux d'ouverture aux exportations. Pour ça, on rapporte les exportations sur le PIB et on multiplie par 100. Plus ce taux d'ouverture sera important et plus les exportations représenteront une part importante du PIB. On peut faire exactement le même calcul du point de vue des importations, sachant que bon, généralement le solde de la balance commerciale est plus ou moins proche de l'équilibre, à quelques pourcents près, mais pour certains pays, je pense par exemple à l'Irlande ou à la Chine, eh ben, il peut y avoir un fort décalage entre les deux. Au final, on peut calculer un taux d'ouverture un peu global pour le pays en rapportant les importations et les exportations, mais attention, cette fois-ci on divise par 2 fois le PIB fois 100. Pourquoi 2 fois le PIB? Bah, c'est parce que d'habitude dans le solde de la balance commerciale on soustrait l'un à l'autre, là on additionne les deux, et donc pour avoir quelque chose de synthétique, on divise par 2 fois le PIB pour avoir une moyenne des importations et des exportations. C'est voilà, quelque chose de classique que vous pourrez trouver dans les documents. Ensuite, pour mesurer l'intensité du commerce international, eh ben, on va comparer 2 taux de croissance annuels moyens, celui du PIB et celui des échanges de marchandises. Alors vous allez tout souvent trouver des documents qui vous suggèrent de faire ça. Si le TCM des échanges de marchandises est supérieur au PIB mondial, ça veut dire qu'on est dans une période où les échanges internationaux ont tendance à se développer. S'il n'y avait pas de phénomène de mondialisation ou quelque chose d'assez constant, eh ben, on aurait les deux TCM qui seraient égaux. Là, si, par exemple, si on regarde la période 1950-1975, on constate que le PIB mondial augmentait en moyenne de 5% par an, mais les échanges de marchandises augmentaient de 8% par an. Donc on avait déjà un phénomène de mondialisation. Mais si on regarde plus récemment la période 1990-2005, on se rend compte que cette fois-ci, bah, il y a un fort écart entre le TCM des échanges de marchandises qui reste le même pendant que celui du PIB mondial diminue.
La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que on peut supposer que c'est en partie l'augmentation des échanges de marchandises et donc de la mondialisation qui va tirer la croissance mondiale ou qui va contribuer fortement au phénomène de croissance mondiale. Alors, vous trouvez par exemple le sujet de bac suivant qu'on avait étudié en cours, où on voit, alors ça c'est des indices de Bassan qui ne nous informent pas sur le niveau de départ du PIB mondial, des marchandises ou des produits manufacturés. Eh ben, on remarque que entre 1950 et 2010, le PIB mondial a été multiplié par 8,6, tandis que le commerce mondial des marchandises a été multiplié par 31. Et donc on constate que cette augmentation a été extrêmement forte. Et dans les marchandises, donc c'est-à-dire les produits agricoles, les combustibles ou les produits manufacturés, on constate que ce sont les produits manufacturés qui ont augmenté le plus fortement, le plus intensément. Et donc on a à la fois une mondialisation qui tire le commerce mondial, et dans l'augmentation du commerce mondial, c'est surtout les produits manufacturés qui ont fortement augmenté. Alors, on peut s'interroger, pour approfondir un petit peu cette réflexion, sur quelle était la structure par produit et comment est-ce qu'elle a évolué dans le temps entre 1950 et aujourd'hui. Je vous rappelle que le commerce mondial, c'est les échanges de biens ou de services, mais dans les biens, on va distinguer d'un côté les biens primaires, c'est-à-dire les produits agricoles ou les produits d'extraction, qui correspondent à ceux du secteur primaire, et des biens secondaires, c'est-à-dire des produits manufacturés. Et ben, quand on regarde à partir de cette grille de lecture l'évolution de la structure de produits, par produit, on constate qu'en 1913, eh ben, on avait surtout un commerce mondial qui était composé de l'échange de produits primaires, c'est-à-dire, bah, effectivement, ça reprend bien cette idée de commerce vis-à-vis des colonies, dont on importait fortement des produits primaires. Et on réexportait des produits manufacturés qui représentaient à l'époque 30,6% du commerce mondial. Aujourd'hui, on voit que eh ben, la tendance est totalement inversée. Les produits manufacturés représentent la moitié du commerce mondial, tandis que les produits primaires n'en représentent plus que la moitié, le quart. Pardon. Attention, encore une fois, là, ça ne veut pas dire qu'on échange moins de produits primaires, c'est la part dans le commerce mondial, c'est-à-dire qu'on échange plus de produits primaires en 2011 qu'en 1913, mais comme le volume total du commerce mondial a augmenté de manière exponentielle, la part des produits primaires a diminué dans le commerce mondial. Enfin, dernier point, on constate que les services progressent, mais à un rythme moins important, c'est-à-dire qu'ils atteignent aujourd'hui 20%, et la plupart des experts considèrent que le 21e siècle sera le siècle dans lequel les services commerciaux vont, voilà, leur part va augmenter dans le commerce international. Une fois qu'on a vu ça, que voilà, il y avait une transformation de la structure des échanges du commerce international, et ben, on peut se demander, entre quelles zones géographiques est-ce que s'effectue le commerce international? Et donc on avait vu ce graphique-là en cours, et ce graphique-là, en même temps représente la triade du commerce international. La triade, c'est l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et l'Asie. Et quand on additionne les sommes, on s'aperçoit que ça représente environ 80% du commerce international qui s'effectue entre ou à l'intérieur de ces trois zones. Alors, on va distinguer deux types de flux à partir de ce schéma-là: les flux interzones qui impliquent deux zones différentes, et les flux intrazones au sein d'une zone, d'une même zone d'échange. Et là, par exemple, attention, ça veut dire, on va s'intéresser à ce chiffre-là. Et ben, ça veut dire que les échanges entre pays de l'Europe occidentale représentaient 26,2% de l'ensemble des exportations mondiales. Ce qui veut dire que bah, si on compare avec le fait que l'Europe occidentale représente 37% des exportations mondiales, eh ben, ça veut dire que l'Europe réalise environ 60% de ses exportations vis-à-vis d'autres pays européens. Et donc, on étudiera dans un prochain chapitre le rôle de l'intégration européenne, mais vous voyez que voilà, là, les pays européens dépendent fortement les uns des autres. Donc, on a en même temps un commerce intrazone qui est vraiment important, mais l'ensemble de ces trois pays, de ces trois zones géographiques, pardon, représente 80% du commerce mondial. Aujourd'hui, on peut dire que le commerce mondial est principalement porté par l'augmentation du poids de l'Asie et des exportations asiatiques vers le reste du monde.
Alors, une fois qu'on a vu ça, on va regarder à quel point du programme est-ce que ça correspond. Donc, le point du programme de cette partie représente une petite phrase du programme qui est: on partira d'une présentation stylisée du commerce mondial. Et là, ce que je vous ai fait, c'est une présentation stylisée, c'est-à-dire en même temps vous donner des ordres de grandeur et en même temps vous amener à réfléchir sur la structure du commerce mondial et puis la destination des flux de commerciaux mondiaux. Quelques petits sujets qui peuvent tomber, donc souvent des EC2, à chaque fois, c'est vous présenterez le document, vous comparez l'évolution du PIB et des exportations au niveau mondial, donc là c'est pour faire ressortir que les exportations augmentent plus vite que le PIB n'évolue. Vous montrerez les évolutions du commerce mondial que le document met en évidence, ou bien les principales évolutions du commerce international qu'il met en évidence, voilà, c'est ce qui revient au même. Donc le genre de document qu'on vous demande de commenter, c'est ce document-là dont je viens de vous parler. Ça peut être également regardé. Voilà, alors ça c'est un document un petit peu complexe qui vous demande en même temps, qui fait une distinction entre d'un côté des exportations et de l'autre les importations pour des pays de l'OCDE, c'est-à-dire globalement des pays développés. Et ça vous donne dans ce tableau-là plusieurs types d'informations. D'une part des montants en milliards de dollars courants, c'est-à-dire quand on sait courant, c'est l'inverse de dollar constant, c'est-à-dire que on ne pondère pas par l'évolution de l'inflation. Ensuite, on fait un taux de variation du commerce mondial entre 1985 et 2000. Et donc là, on se rend compte que ça a augmenté de 232%, de 241%. Donc c'est de fortes, fortes évolutions. Ensuite, on transforme cette variation en taux de croissance annuel moyen, 8,3% par an en moyenne, etc., etc. Et puis enfin, on observe quelle est la part des pays de l'OCDE, attention, c'est la part des pays de l'OCDE dans l'ensemble du commerce mondial. Et ce que met globalement en évidence le document, c'est que cette part a tendance à légèrement diminuer. Et puis on peut en déduire par conséquent que si les pays de l'OCDE diminuent, ça veut dire que des pays en développement, notamment les pays asiatiques, prennent de plus en plus de part dans le commerce mondial. Troisième document qui est tombé par rapport à ce sujet-là, regardez, c'est une évolution de la part des exportations en valeur. Donc ça veut dire que, là encore une fois, on ne tient pas compte de l'évolution des prix, de différentes régions euh, dans les exportations mondiales, hors Russie et OPEP. Et ça, c'est quelque chose d'important, puisque on exclut des flux de commerce mondial les flux de produits primaires, parce que Russie et OPEP, c'est des flux pétroliers principalement ou gaziers et qui viennent profondément transformer la structure du commerce international. Donc on constate que comment se lit ce tableau-là? Eh ben, vous avez donc les pourcentages en ordonnée, les années en abscisse, et attention, si on fait la somme par exemple de la Chine, des émergents et des États-Unis par exemple, on obtient quelque chose qui est proche de 100%, auquel il faudrait rajouter Russie et OPEP. 60, 80, ouais, voilà, c'est ça. Et donc on constate que globalement, la part des États-Unis, de l'Union européenne et du Japon diminue, celle de l'ensemble des émergents augmente, et celui de la Chine augmente également. Donc quelque part, si l'un diminue, c'est que les autres augmentent, et donc c'est pour évoquer ben, voilà, la transformation de la destination des flux de commerce international. Donc voilà, là c'est une petite partie, je suis pas sûr que c'est quelque chose qui puisse tomber spécifiquement en dissertation ou en EC3, mais pourquoi pas une EC1, ou bien, comme vous l'avez vu, c'est plutôt des EC2. En revanche, à partir de là, on arrive à des choses qui peuvent être demandées en EC3 ou en dissertation. On va s'intéresser maintenant aux causes du développement, du commerce international et du fait que les pays se spécialisent dans certaines productions. On va avoir deux types d'arguments. D'une part, des arguments théoriques, et puis d'autre part, plutôt des choses qui ont trait au progrès technique et aux institutions. Commençons par les théories du commerce international. Ce qu'on va montrer, c'est que ces théories-là expliquent pourquoi les pays ont intérêt à se spécialiser et à échanger. Alors là, ce qui est important, c'est que à la base, eh ben, c'est pas évident que les pays aient intérêt à participer au commerce international. Je tiens juste à vous faire le lien avec l'actualité. On a de plus en plus de pays ou de partis politiques qui se mettent à défendre une volonté protectionniste. Par exemple, vous avez Donald Trump, un de ses slogans, c'est America's First. Donc, ça va être l'Amérique en premier, et donc qui traduit une politique protectionniste, et donc qui a à l'encontre de ce que je vais vous dire là.
Alors on va voir que les arguments des défenseurs du commerce international sont pourtant plutôt forts. Euh, D'abord, alors ça c'est quelque chose qui est pas directement, qu'on nous demande pas directement dans le programme, mais en même temps, c'est quelque chose que vous pouvez clairement utiliser et qui valorisera une copie de baccalauréat. Les premières théories du commerce international, c'est plutôt, bah, vous avez déjà Montesquieu en 1748 qui parle de doux commerce et qui, derrière, avec l'idée qu'une personne avec qui on commerce, c'est quelqu'un avec qui on va avoir plutôt des relations pacifiques. À l'opposé de Montesquieu, on avait au XVIe et au XVIIe siècle toute une théorie du mercantilisme. Alors qu'est-ce que c'est que le mercantilisme? C'est des auteurs qui considèrent que le commerce international, c'est un jeu à somme nulle. Autrement dit, si vous gagnez au commerce international, c'est forcément au détriment d'un autre pays. Par conséquent, les mercantilistes vont encourager des mesures plutôt protectionnistes et puis un soutien aux industries nationales de la part de l'État dans le but de préparer ces industries à conquérir des parts de marché. En France, on avait donc c'est l'intendant des finances de Louis XIV qui s'appelait Colbert, qui a contribué à ce protectionnisme et à ce soutien des industries nationales, notamment en développant des manufactures royales de tissus, de produits de luxe, de manière à voilà, avoir des industries qui soient efficaces du point de vue du commerce international. Mais à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, Adam Smith, donc, dans son livre Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, en 1776, va développer la théorie des avantages absolus. Qu'est-ce que cette théorie nous dit? Eh ben, ça nous dit que chaque pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est absolument plus productif que les autres. C'est-à-dire que vous produisez du vin mieux que tous les autres pays, et ben ça va être dans la production de vin que vous allez devoir vous spécialiser. Et à ce moment-là, vous allez avoir des gains à l'échange de votre vin avec d'autres pays. Et donc, par conséquent, si vous avez un avantage absolu, alors l'État a pour but d'assurer le libre-échange, c'est-à-dire de lutter contre des barrières douanières, des barrières tarifaires et des barrières non tarifaires, de manière à favoriser l'exportation de ces biens-là en échange de l'importation d'autres biens. Mais la théorie d'Adam Smith laisse une question en suspens, c'est que ça marche si jamais vous êtes absolument plus productif que les autres, mais quid si jamais vous êtes moins bon que tous les autres pays dans toutes les productions? Est-ce que à ce moment-là, vous avez intérêt à mettre en place du protectionnisme? Et ça va être en 1817, donc 20 ans après, que David Ricardo va, dans ses principes d'économie politique et de l'impôt, développer la notion d'avantage comparatif, et cette notion d'avantage comparatif prend sens par rapport à la notion d'avantage absolu d'Adam Smith. Pour David Ricardo, en effet, chaque pays va profiter du fait de se spécialiser dans la production et l'exportation de biens qu'il peut produire de manière relativement efficace et donc à un coût relativement faible. Ce relativement prend du sens par rapport à la notion d'absolument plus efficace ou d'un coût absolument plus faible que les autres. Ça serait la théorie des avantages absolus. Là, on est dans le relatif, c'est-à-dire qu'il va falloir comparer, être le moins mauvais, voire le meilleur si jamais c'est le cas. Euh, Par contre, la conséquence des avantages comparatifs, c'est que vous pouvez profiter du commerce international, même si vous êtes moins performant dans l'absolu que tous les autres pays. Bon, alors l'exemple qui nous prend traditionnellement, c'est l'exemple, donc ça c'est un exemple de son bouquin, que l'Angleterre, on imagine que le commerce international est composé de deux biens, du drap et du vin, que dans les deux cas, l'Angleterre met plus d'heures de travail à produire du drap et du vin que le Portugal. Donc à la base, selon la théorie de Smith, le Portugal aurait intérêt à se spécialiser, mais pas l'Angleterre, parce que l'Angleterre ne dispose pas d'avantage absolu. Cependant, Ricardo va montrer que si dans cette situation-là, chaque pays peut trouver avantage au commerce international. En effet, si le Portugal se spécialise là où il est vraiment meilleur, c'est-à-dire dans la production de vin, où il produit, comment dire, de manière bien plus productive que l'Angleterre, et que l'Angleterre, elle, se spécialise dans une production dans laquelle elle est moins bonne que le Portugal, c'est-à-dire la production de draps. Et ben, dans ce cas-là, et que les deux pays échangent, et ben, après, on va avoir chaque pays qui va bénéficier de ce qu'on appelle les gains à l'échange. C'est-à-dire que si on fait la somme de leur production après spécialisation, et ben, on obtiendra une production plus importante. En termes de PIB, ça serait un PIB plus important. Et donc,
Grâce à la spécialisation, grâce à l'échange, eh ben, va y avoir un gain à l'échange, c'est-à-dire que l'échange international permet à chaque pays qui y participe un gain par rapport à une situation d'autarcie, en permettant à chaque pays de se concentrer sur les biens qu'ils produisent le mieux ou le moins pire. Mais Ricardo, il y a une question à laquelle il ne répond pas, c'est qu'il nous montre que chaque pays dispose d'avantages comparatifs en fonction bah voilà, dans sa production de draps, dans sa production de vin, mais il ne nous dit pas pourquoi est-ce que, à la base, l'Angleterre a un avantage comparatif dans le drap et le Portugal a un avantage comparatif dans le vin. Eh bien, cette question de l'origine des avantages comparatifs, ça va être une question à laquelle vont répondre Heckscher, Olin et Samuelson, ce qu'on appelle le modèle HOS, en reprenant les initiales de ces trois auteurs. C'est une théorie qui s'étale sur quelques années, mais globalement, c'est aux alentours des années 50, 1950. Ils vont répondre avec la loi de la dotation factorielle. En effet, pour eux, chaque pays va disposer d'un avantage comparatif dans les produits qui utilisent des facteurs de production dont il dispose en abondance. Donc, d'où vient l'avantage comparatif de la dotation en facteurs de ce pays? Par conséquent, quand on commerce à l'international, on échange des produits fabriqués à partir de facteurs dont on dispose en abondance contre des produits fabriqués à partir de facteurs qui nous sont rares. L'exemple classique, c'est que par exemple, la France a une main-d'œuvre qui est plutôt qualifiée, un capital important, elle va pouvoir se spécialiser dans des produits, elle va disposer d'avantages comparatifs dans des produits qui utilisent ces facteurs de production-là, comme l'aéronautique ou les produits de luxe. La Chine, au contraire, dispose de facteurs d'une main-d'œuvre abondante et bon marché. Et donc, elle va pouvoir se spécialiser dans la production textile, où elle dispose d'un avantage comparatif du fait de sa dotation factorielle. Et donc, la France exporte vers la Chine des automobiles, des avions, etc., etc., et en échange importe du textile. Ça va être voilà, le modèle de commerce international entre les deux pays qui permet d'avoir à chaque pays des gains à l'échange. Une conséquence, ça je ne vous l'avais pas dit en cours, mais c'est quand même quelque chose d'important, c'est qu'à long terme, grâce au commerce international, eh ben, le niveau de rémunération des facteurs doit devenir égal entre tous les pays. Le salaire dans les pays doit augmenter dans tous les pays, y compris ceux à bas salaire au départ, et le taux de profit doit être relativement le même. À partir de là, bah, vous voyez que on peut voir que la France n'est pas très bien dotée, comment dire, en matières premières, donc ce qui explique son déficit dans son solde de la balance commerciale. Au contraire, à la base, elle a plutôt des points forts dans les automobiles, les produits pharmaceutiques, les fournitures électriques, etc., etc. Et donc, vous voyez que cette théorie des avantages comparatifs, cette théorie de la dotation de facteurs, permet d'expliquer la structure d'une balance commerciale et pourquoi est-ce que la balance commerciale de la France, elle a cette forme-là. Enfin, j'espère que c'est clair du point de vue des théories. Donc à la base, on a vu que théoriquement, eh ben, les pays ont plutôt intérêt à favoriser le libre-échange. Mais en même temps, quand on regarde la mondialisation depuis les années 50, on se rend compte que d'autres facteurs ont joué pour provoquer une mondialisation qui soit aussi intense et aussi importante. Alors, quels sont ces autres facteurs? On peut voir d'un côté le rôle du progrès technique. En effet, il y a eu de forts progrès techniques dans les transports et les communications, ce qui fait à la fois baisser le coût et en même temps qui fait baisser le temps nécessaire au transport pour transporter un bien d'un bout à l'autre du monde. Je vous donne juste un exemple, la plupart des fleurs que vous achetez par exemple en supermarché, c'est des fleurs qui sont produites au Kenya ou dans des pays africains. Et donc on a fait tel progrès en transport qu'un bien périssable comme les fleurs eh ben, peuvent être transportés d'un point à un autre du globe sans que ces fleurs ne fanent. Vous voyez que le progrès technique, c'est un gros facteur de diffusion du commerce international. Quelques exemples, ça va être les containers, les TGV, les tankers qui permettent de transporter du pétrole, l'avion à réaction, etc., etc. Ça, c'est des innovations de transport qui soutiennent le commerce international. La conséquence, c'est que d'une part, on fait des économies d'échelle, et ben comme on gagne en temps de transport, on va faire des économies, et le coût de transport va être divisé par 4 entre 1950 et aujourd'hui. Mais on a également, en fait, et ça c'est le point important, c'est qu'on a un cadre institutionnel, c'est-à-dire des organisations internationales qui vont défendre et soutenir le libre-échange.
La principale institution qui a été créée en 1945, c'est le GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Et le GATT, qui est devenu l'OMC après 1994, va défendre plusieurs principes. Le premier principe, c'est le libre-échange, c'est-à-dire le but du GATT, c'est à la base de faire baisser les barrières tarifaires. Et ça a été efficace puisque en 1945, les droits de douane représentaient 40% du prix des marchandises contre seulement 2% aujourd'hui. Donc ça a été divisé par 20. D'autre part, le multilatéralisme, c'est quoi? C'est que si en tant que pays vous accordez euh, un tarif préférentiel à un pays, un autre pays a le droit, au nom de la clause de la nation la plus favorisée, de demander que vous appliquiez le même tarif à l'OMC. Enfin, dernier point, on a un organe de règlement des différends, c'est-à-dire que si jamais un pays s'estime lésé, eh ben, il a le droit de demander un arbitrage à l'OMC qui va régler grâce à cette institution le litige entre les pays et va pouvoir procéder à des sanctions, y compris si le pays est les États-Unis ou bien la France, etc. etc. Donc cet organe de règlement des différends permet par exemple à un petit pays de demander des sanctions contre un grand pays. C'est quelque chose d'assez efficace. Donc aujourd'hui, il y a 161 pays dans l'OMC. La grosse évolution, c'était l'entrée de la Chine en 2001, ce qui n'était pas gagné d'avance. Et le GATT est devenu l'OMC. Donc quand c'est devenu l'OMC, ça a été l'occasion d'introduire en même temps des discussions sur l'échange de services et la diminution des barrières non tarifaires. Donc on peut expliquer voilà, de plusieurs manières les causes du développement du commerce international. Le programme nous demandait de nous intéresser, de partir de la notion d'avantage comparatif et de s'interroger sur les déterminants des échanges internationaux de biens et de services et de la spécialisation. Donc on a vu ces déterminants en même temps théoriques et en même temps du point de vue institutionnel et du point de vue du progrès technique. On a quelques notions que vous devez savoir définir à partir de là: avantage comparatif, gain à l'échange, spécialisation et dotation factorielle. Deux exemples de sujets. Alors, premier sujet, montrer que l'avantage comparatif est un déterminant de la spécialisation des économies. Là, vous devriez commencer par définir ce que c'est qu'un avantage comparatif, de donner un exemple d'avantage comparatif et de montrer que, par conséquent, d'après la théorie des avantages comparatifs, deux pays ont intérêt à se spécialiser et à échanger parce qu'ils vont avoir des gains à l'échange, contrairement à une situation d'autarcie. Et vous devez insister sur cette situation d'autarcie parce que ça va déterminer et la spécialisation et l'échange. Deuxième sujet que vous pouvez avoir, montrer comment que le commerce mondial a plusieurs déterminants. Alors, je vous rappelle, un synonyme de déterminant, c'est les causes, c'est les facteurs qui influencent, etc. etc. Donc, là, par exemple, je vous ai mis des documents correspondant à ce sujet. Donc, montrer que le commerce international a plusieurs déterminants. Vous avez un premier document qui vous parle de progrès technologique, transport et communication. On vous parle également des multinationales, on vous parle également de taux de croissance annuel moyen des exportations et du PIB. Donc ça vous suggère de parler d'un certain nombre d'éléments. C'est ce que vous devez voir à travers ce document. D'autre part, on a à nouveau un document qui nous présente un petit peu la structure du commerce mondial. Donc ça, c'était des choses qu'on avait vues, qui nous montre que le commerce mondial représente environ, allez, on va dire, un quart du PIB mondial. Et puis, ça nous le décompose entre secteur primaire, ou produits primaires, industrie ou produits manufacturés, et puis les services. Et donc on se rend compte que l'industrie représente la part la plus importante du commerce international. Et puis ça vous donne également les taux de croissance annuel moyen à prix courant entre plusieurs périodes, donc de manière à dire que c'était plus intense entre 1967 et 1977, mais qu'aujourd'hui, enfin que depuis ça a tendance à diminuer, qu'un taux de croissance annuel moyen global c'est d'environ 10% par an, et que dedans les services augmentent plus vite que les produits manufacturés, qui augmentent plus vite que les produits primaires. Bon, voilà, et que c'est plus fort que la croissance du PIB mondial, et donc que ça explique quelque part le phénomène de mondialisation. Dernier point, vous avez une des causes qui est le coût de l'heure de travail. Alors ça, on verra dans la troisième partie que le coût de l'heure de travail, c'est un déterminant de la spécialisation des pays, mais que ce n'est pas le seul, et donc il faut nuancer ce truc-là. Là, d'après ce truc-là, on vous dirait qu'un pays, il a plutôt intérêt la Bulgarie va avoir intérêt à se spécialiser
dans des produits comment dire, à faible valeur ajoutée, intensifs en main-d'œuvre parce que leur main-d'œuvre, elle n'est pas très chère, alors que la Suède ou l'Allemagne vont devoir choisir des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, oui, si je vais quand même vous dire que si jamais vous deviez me traiter cette C3, vous me feriez, bah, Quentin, je sais pas, la théorie des avantages comparatifs, deuxième paragraphe, un truc sur le modèle HOS, troisième paragraphe sur les progrès technologiques, quatrième paragraphe sur les stratégies des entreprises. Voilà. Donc, vous pouvez me faire ça, et puis vous appuyez sur ces documents-là pour donner des exemples. Alors, prenons la suite. Maintenant, une fois qu'on a vu les causes, eh ben, on va s'intéresser aux conséquences du développement du commerce international. Alors, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'au final, le producteur, le consommateur vont gagner au commerce international, dans tous les pays, dans toutes les situations, ou bien est-ce qu'il n'y aurait pas des risques qui justifieraient la mise en place de politiques protectionnistes dont il faudra également qu'on discute la pertinence et les risques. Donc là, les deux thèmes centraux de cette partie-là, c'est la notion de libre-échange, c'est une doctrine qui prône la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux entre les pays, et qui s'oppose au protectionnisme. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, donc le protectionnisme, qui est une doctrine économique et politique qui consiste à établir des barrières tarifaires ou non tarifaires à l'entrée des produits étrangers sur le territoire national pour protéger la production nationale de la concurrence étrangère. Donc à la base, c'est la conséquence de ce qu'on avait vu auparavant, c'est que on peut considérer que le libre-échange procure des avantages à la fois pour le producteur, c'est-à-dire pour les entreprises, et pour les consommateurs. Alors on va étudier chacun des cas. Pour le producteur, le libre-échange procure des avantages, en effet, de plusieurs natures. D'une part, il va leur permettre d'augmenter leur compétitivité grâce à des économies d'échelle. Si vous avez du libre-échange, vous aurez de nouveaux débouchés. Donc vous pourrez produire grâce à la spécialisation sur une plus grande échelle, ce qui va faire baisser votre coût moyen, c'est ce qu'on appelle une économie d'échelle. Et donc vous allez être plus compétitif au niveau des prix. Donc premier avantage pour les producteurs nationaux, ils sont plus compétitifs. Deuxième avantage, c'est que vous allez avoir accès à de nouveaux fournisseurs de matières premières, de produits semi-finis ou de nouveaux biens de production. Alors, d'une part, vous allez avoir du progrès technique incorporé, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à des choses auxquelles vous n'aviez pas nécessairement accès auparavant. Et d'autre part, ça va faire baisser vos coûts de production, et donc là, encore une fois, vous allez gagner en compétitivité prix. Enfin, il ne faut pas oublier que le libre-échange, ça vous expose à la concurrence, mais cette concurrence internationale, ce n'est pas seulement quelque chose de négatif. En effet, grâce à cette concurrence, eh ben, vous allez avoir une sorte d'aiguillon qui va vous inciter en permanence à innover, à améliorer votre productivité. Et donc, vous allez devoir vous améliorer et à long terme, vous allez encore une fois gagner en compétitivité. Donc tout ça, ça fait que pour une entreprise nationale, eh ben, on va bénéficier vraiment du commerce international et du libre-échange. Pour le consommateur également, eh ben, comme on a une concurrence plus intense, on va avoir une baisse du prix des produits. Donc, on va avoir plus de pouvoir d'achat, on va avoir accès, comment dire, par exemple pour la France concrètement, pour le consommateur français, aujourd'hui grâce à la mondialisation, on a accès à des produits électroniques qui ne valent quasiment rien, alors que si on devait les produire en France, ça vaudrait environ 3 ou 4 fois plus cher. Il y a des études qui ont été faites par l'INSEE et qui montrent que, euh, comment dire, sur, je sais plus, en moyenne par Français par mois, c'est quelque chose qui vous fait gagner 300 euros sur l'ensemble de vos courses, d'avoir le libre-échange. Et notamment à travers les produits technologiques, les smartphones, les ordinateurs, les écrans de télévision, etc. etc. D'autre part, eh ben, on va avoir accès à une plus grande variété de produits qui ne sont pas à la base produits en France. Que ce soit des produits en termes de nature, c'est-à-dire, je sais pas, ça peut être des produits électroniques, ça peut être des bananes, du café, etc., etc. Mais en même temps, ça va vous donner une plus grande variété en termes de qualité ou de caractéristiques. C'est-à-dire des choses que vous produisez déjà sur place, mais vous allez avoir accès à d'autres modèles, par exemple des voitures, et vous allez par conséquent être plus satisfait. Donc le libre-échange, du point de vue des prix et de la variété des produits, eh ben, vous allez être content en tant que consommateur. Malgré tout, eh ben, on va voir que le libre-échange, il peut provoquer un certain nombre d'inconvénients et souvent qui vont
être avancé comme fondement, comme justification, comme raison de mettre en place une politique protectionniste. Alors, quels sont ces fondements? D'une part, on a la théorie de Friedrich List sur le protectionnisme éducateur. Qu'est-ce que c'est que le protectionnisme éducateur? C'est l'idée qu'on a des industries dans l'enfance, c'est-à-dire de jeunes industries, et qui sont quelque part des petites pousses qui ne sont pas tout à fait capables de s'exposer à la concurrence internationale sous peine de mourir. Et donc, il faut protéger ces entreprises-là le temps qu'elles se renforcent de la concurrence internationale. Et ça peut justifier du protectionnisme. Ça doit être limité à certains secteurs et ça doit être temporaire. Attention, il ne s'agit pas de justifier, liste ne justifie pas n'importe quelle forme de protectionnisme. Deux exemples que je vous ai donnés en cours, c'est par exemple Airbus qui a été, qui a fait l'objet d'une forme de protectionnisme éducateur, notamment à travers des subventions, le temps de devenir compétitif par rapport à Boeing, qui est une entreprise américaine. D'autre part, l'Allemagne, le Japon ou les États-Unis ont mis en place des formes de protectionnisme de leurs industries, le temps qu'elles puissent lutter contre la concurrence des industries anglaises, qui étaient vraiment très fortes, parce que l'Angleterre était le pays dominant à l'époque. Ensuite, on a le même argument pour des industries vieillissantes. C'est une théorie donc de Nicolas Kaldor qui reprend l'argument tel quel de Friedrich List, mais qui l'inverse pour dire qu'on a des industries qui sont sur le déclin, si on les maintient dans la mondialisation, elles sont certaines de disparaître. Alors ça peut valoir le coup de les mettre sous cloche quelque part, de mettre en place des mesures de protectionnisme pour permettre une reconversion, éviter des fermetures d'usines, des pertes d'emplois et conserver des savoir-faire. L'exemple typique qu'on peut donner, c'est qu'en 1973, dans le cadre des négociations du GATT, il y a les accords multifibres qui ont été signés, puisqu'on avait considéré au départ que le textile était un bien particulier, parce que là, il y avait une concurrence trop intense des pays en développement, et que ça risquait de faire fermer l'intégralité des usines occidentales, américaines ou européennes. Et donc les accords multifibres, c'est des systèmes de quotas d'importation de vêtements pour protéger les entreprises occidentales et leur donner le temps de se reconvertir dans des productions à forte valeur ajoutée. Ces accords multifibres, ils ont été arrêtés en 2004 et ce qu'on a constaté, c'est qu'à ce moment-là, les exportations chinoises, notamment vers les pays européens, ont totalement explosé et donc ça vient quelque part justifier ces mesures de protection. Vous pouvez avoir également des personnes qui vous disent c'est bien le libre-échange, mais ça remet en cause la souveraineté nationale. C'est-à-dire que notamment un certain nombre de pays se retrouvent exposés aux exportations d'autres pays pour se fournir en nourriture. Et dans ce cas-là, si on a une explosion par exemple du prix du blé, du riz, etc., etc., ça expose très fortement la population et ça provoque un risque d'émeute. Je vous rappelle que en 2010, je crois, où vous avez eu des émeutes de la faim en raison de la spéculation sur le marché du blé et du maïs et du riz, qui a fait exploser le prix de ces trucs-là, ce qui a fait qu'un certain nombre de personnes n'avaient plus les moyens de s'acheter cette nourriture de base, et donc on fait des émeutes pour manifester leur mécontentement, et on considère que c'était à l'origine du déclenchement des printemps arabes, c'est-à-dire du renversement d'un certain nombre de gouvernements autoritaires en Égypte, en Tunisie et dans d'autres pays. Vous pouvez également avoir l'industrie culturelle, où par exemple en France, on cherche à se protéger de l'américanisation et de défendre une culture française particulière à travers des quotas de diffusion à la radio ou à la télévision de morceaux de musique ou d'émissions françaises. Vous pouvez avoir le même raisonnement du point de vue de l'industrie de la défense ou du secteur énergétique. Enfin, dernière raison qui vient justifier le protectionnisme, c'est de considérer que les autres pays dans le commerce international font preuve de concurrence déloyale. Et pour ça, on utilise le terme de dumping, ce qui veut dire qu'au sens strict, c'est volontairement pour conquérir des parts de marché, vous allez vendre des produits à perte pendant tout un temps, et puis après, une fois que vous aurez le monopole, vous allez pouvoir augmenter le prix comme vous voulez, puisque vous aurez fait disparaître toute forme de concurrence. Mais au sens large, on parle de dumping fiscal, de dumping social ou environnemental, qui correspond au fait qu'un pays, pour gagner des parts de marché, ne va pas respecter les normes internationales. Et donc, c'est souvent quelque chose dont on accuse la Chine, par exemple.
Mais il y a d'autres exemples, c'est que par exemple les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto qui visait à mettre en place une réduction des gaz à effet de serre parce que ça allait rendre moins compétitif leur industrie et donc voilà, on s'est retrouvé en concurrence avec une industrie américaine qui polluait contre une industrie européenne qui essayait de faire des efforts pour ne moins polluer et contrôler les externalités, notamment à travers un marché des quotas. Et donc, il y a eu une perte de la compétitivité prix des entreprises européennes face aux entreprises américaines. Vous pouvez avoir d'autres pays dans lesquels le travail des enfants est autorisé. Vous pouvez avoir d'autres pays qui ont des taux d'imposition très faibles pour attirer des entreprises, etc., etc. Donc, je vous rappelle 4 arguments pour justifier le protectionnisme: les industries dans l'enfance, les industries vieillissantes, la souveraineté nationale ou bien la concurrence déloyale. Une fois qu'on a justifié le protectionnisme, il faut savoir comment est-ce qu'on le met en œuvre. Les instruments du protectionnisme, c'est quoi? On va voir, il y a 3 types d'instruments. Il y a d'une part des barrières tarifaires, donc on joue sur les prix des importations ou des exportations. Donc ça veut dire qu'on va mettre en place des droits de douane à l'entrée des importations pour les rendre plus chers et moins compétitifs que notre production nationale. On a également des barrières non tarifaires, où là, cette fois-ci, il s'agit d'agir sur les quantités. C'est par exemple mettre en place des quotas d'importation pour dire vous n'avez pas le droit d'importer plus de tant de tonnes d'acier en France pour une année. Enfin, vous avez des mesures déguisées qui peuvent prendre la forme de normes si jamais vous mettez plein de normes pour faire en sorte que seules les entreprises nationales puissent respecter toutes les normes à des frais raisonnables et que les entreprises étrangères ne puissent pas s'adapter à ces normes. Une autre mesure déguisée, c'est de subventionner vos exportations, comme le font les pays européens et américains pour leur agriculture. Ça vous permet d'avoir des produits agricoles européens et américains qui sont meilleurs marchés que les autres parce qu'ils sont vendus à perte sur les marchés internationaux. Et ce qui permet au truc de tenir, c'est des subventions qui sont versées aux producteurs européens. Enfin, dernier point, vous pouvez mettre en place des critères dans vos marchés publics de manière à ce que uniquement les entreprises nationales puissent y répondre. Mais il faut bien avoir conscience que le protectionnisme, ça peut paraître quelque chose de plutôt bien à la base, ça protège l'emploi, ça protège l'industrie, ça permet de conserver du savoir-faire, etc., etc. Mais en fait, ces arguments-là, ils oublient énormément d'aspects très importants. Il faut bien voir que le protectionnisme présente un certain nombre de risques. D'une part, pour le producteur et le consommateur, eh ben, on va voir qu'il va y avoir les avantages inverses ou les inconvénients inverses aux avantages qu'on avait dans le libre-échange. Pour le producteur notamment, eh ben, ça va être que le protectionnisme ça va faire perdre de la compétitivité prix à long terme. En effet, si vous êtes protégé de la concurrence internationale, vous vivez d'une sorte de rente, et donc vous n'allez pas être incité à innover parce que vous avez des consommateurs qui sont captifs, qui n'ont pas le choix d'autres produits que les vôtres. Et donc vous ne serez pas incité à innover, à faire de la recherche pour avoir du progrès technique, etc. etc. Et à long terme, quand le pays va s'ouvrir, eh ben, vous allez être totalement vous ne pourrez pas lutter contre la concurrence internationale qui, elle, aura évolué sous l'effet de la concurrence. Pour le consommateur, bah, vous aurez moins de variété, et puis vous aurez des produits plus chers. Donc là, c'est vraiment l'inverse de ce qu'on avait vu avant. D'autre part, bah, quand on voit les études qui sont faites, montrent que qui est-ce qui demande du protectionnisme? Eh ben, c'est d'une part certains producteurs particuliers et pas tous les producteurs. Il y en a au contraire qui vont défendre le libre-échange. Et d'autre part, eh ben, c'est souvent les entreprises les moins productives qui vont demander ça, qui vont demander une protection spéciale, et ça va se faire au détriment des entreprises les plus productives qui, elles, bénéficiaient du libre-échange. Et donc, on favorise quelque part les vilains petits canards au détriment des meilleurs. Enfin, il ne faut jamais oublier que si vous êtes un pays, que vous prenez des mesures protectionnistes, eh ben, les autres pays ne vont pas rester sans rien faire, ils vont réagir et ils vont eux aussi mettre en place des mesures protectionnistes. Et donc on va être dans un cercle vicieux du protectionnisme. Par exemple, le tarif Ole-Schmutt, qui a été une loi américaine qui a mis en place des barrières douanières sur l'importation d'environ 20 000 produits. Eh ben, ça a été un élément déclencheur du protectionnisme pendant les années 30. On est rentré dans une guerre protectionniste entre tous les pays qui a entraîné la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, on a eu un cercle vicieux du protectionnisme dans les années 30, provoqué au départ par les Américains. Ensuite, il ne faut pas oublier que les arguments en faveur du protectionnisme sont contestables. Le protectionnisme éducateur, de se dire qu'on va protéger nos industries dans l'enfance, eh ben ça revient à attendre que vous ayez un avantage absolu
et non pas en oubliant que même des avantages comparatifs vous permettent de faire des gains à l'échange. Et donc, vous oubliez la démonstration de Ricardo qui vous montre que même si vous n'avez pas d'avantage absolu, même si vous êtes moins productif que les autres, mais que vous vous spécialisez, eh ben, vous allez quand même bénéficier de gains à l'échange. Ensuite, un autre argument, c'est souvent de dire, c'est l'argument du dumping, dire que la Chine fait du dumping, etc., etc. Mais souvent, on confond le dumping avec le fait que le pays dispose juste d'une meilleure compétitivité prix. Et donc, on justifie pour de mauvaises raisons des mesures protectionnistes. Enfin, il faut nuancer le poids des délocalisations. Les délocalisations, ça détruit environ 40 emplois par jour, alors qu'il y en a 10 000 qui sont détruits par jour. Et puis, il ne faut pas oublier que les emplois qu'on détruit, c'est souvent dans des secteurs à faible valeur ajoutée, donc c'est-à-dire des emplois peu qualifiés, ou avec des salaires faibles, etc., etc. Et que dans le même temps, le commerce international, eh ben, ça aboutit à des créations d'entreprises, à des créations d'usines, dans des secteurs à forte valeur ajoutée où les salaires sont plus élevés. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les conséquences du commerce international. Alors maintenant, si on regarde le programme, les notions et les sujets qui peuvent tomber. Le programme, il est un peu alambiqué, mais bon. On analysera les avantages et les inconvénients des échanges internationaux pour les producteurs comme pour les consommateurs, ça c'est ce qu'on a vu. On présentera à cette occasion les fondements des politiques protectionnistes et on en montrera les risques. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait. Les notions, c'est le libre-échange, le protectionnisme, la délocalisation, et puis je vous rajoute deux trucs que vous devrez utiliser, des économies d'échelle et du protectionnisme éducateur. Des exemples de sujets, alors je vous en ai mis 4. Présenter deux avantages du commerce international pour le consommateur. Je vous rappelle que baisse des prix, donc hausse du pouvoir d'achat et augmentation de la variété. Quels risques économiques peuvent s'exposer les pays qui mènent une politique protectionniste? Perte de compétitivité, augmentation des prix, mesures de rétorsion, etc., etc. Vous expliquerez pourquoi un pays peut avoir intérêt aujourd'hui à mener une politique protectionniste. Bon, bah, ça, c'est les justifications du protectionnisme, etc., etc. Donc, ça, c'est quoi tac, tac, tac. Ah oui. Ça, voilà, c'est le sujet. Le commerce international ne présente-t-il que des avantages? Une dissertation d'Amérique du Sud en 2014. Donc, commerce international, c'est les échanges de biens et services. Ne présente-t-il que des avantages pour le producteur, pour le consommateur? Et donc, si ça présente des inconvénients, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre en place des politiques protectionnistes? Ce qui est sous-entendu par le sujet. Donc là, vous avez l'évolution des exportations mondiales et du PIB mondial. On revient toujours à cette idée que c'est pour montrer le phénomène de mondialisation. Ensuite, on vous présente un certain nombre de données, PIB par habitant, IDH, exportation de produits agricoles, de biens et services, de combustibles et de produits, etc., etc. Je vous rappelle là, attention que tous les pays ne sont pas autonomes énergétiquement, notamment la France, eh ben, elle doit importer impérativement son pétrole, son uranium, son gaz naturel, etc., parce qu'on n'en produit pas ou quasiment pas. Et donc, par conséquent, si vous mettez en place une politique protectionniste, ça va faire que votre énergie va être plus chère, ce qui va augmenter vos coûts de production. Et puis, vous avez l'évolution de la consommation, de la production et de l'emploi dans le secteur de l'habillement et du cuir. Donc, vous voyez que la consommation en volume a tendance à augmenter, que la production a tendance à augmenter puis diminuer, et puis que l'emploi se pète la gueule en France. Et donc, c'est quelque chose qui viendrait vous dire, on détruit nos emplois, il faut impérativement mettre en place des politiques protectionnistes. Donc, je vous propose d'abord de rappeler les avantages du commerce international pour le pays en rappelant la théorie des avantages comparatifs, puis pour les producteurs et les consommateurs. Ça, c'est parler des gains à l'échange, ça, c'est parler, bon, c'est ce qu'on a vu. Mais il présente également des inconvénients qui justifient des politiques protectionnistes. Donc là, c'est rappeler les principales causes, hein. Protection des industries dans l'enfance et des industries vieillissantes, parler de la concurrence déloyale, des délocalisations et des destructions d'emplois. Puis enfin, rappeler que le protectionnisme présente des risques, que ce soit les mesures de rétorsion, et puis présenter les risques pour le consommateur et pour le producteur. Voilà pour ce grand 3. Il nous reste juste une petite partie, l'internationalisation de la production des FML. Alors je prends une pause de 2 secondes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette partie? Là, cette fois-ci, on se
il faut voir qu'on se place plus du tout dans le même cadre de ce qu'on a vu auparavant. D'une part, on se place du côté de la production, donc de la localisation des facteurs de production, facteurs travail et facteurs capital. Dans quel pays on va les mettre et pourquoi? Et puis d'autre part, alors qu'auparavant on parlait surtout du pays ou des consommateurs, là on parle des firmes multinationales, c'est-à-dire des entreprises. Et donc on cherche à voir dans le phénomène de mondialisation, qu'est-ce qui a provoqué l'internationalisation et comment est-ce que c'est justifié? Déjà, il faut se rappeler ce que c'est qu'une FMN. C'est une entreprise qui possède au moins une unité de production dans un autre pays. Pour ça, elle a au moins réalisé un IDE. Et un IDE, c'est un investissement, donc une prise de participation significative dans le capital d'une entreprise étrangère pour avoir un certain contrôle sur ses décisions. On peut soit faire un IDE quand on construit un site de production à partir de rien, soit quand on rachète un site de production qui existait déjà. À partir de là, bon, ça c'est vraiment quelque chose. En tout cas, oubliez ce truc-là, mais oubliez ce truc-là. Mm. Alors, déjà, il faut se poser la question pourquoi est-ce qu'une FMN va vouloir s'internationaliser et comment? Selon quelle stratégie? Le premier choix qu'elle a à faire, c'est soit je produis dans mon pays d'origine, dans le pays où se trouve ma maison mère, et puis j'exporte en vendant la production dans un pays étranger. Au contraire, investir, c'est plutôt que de produire chez moi, je vais directement réaliser un IDE pour acheter ou créer une filiale. Et donc, comme ça, je vais pouvoir directement être au plus près du consommateur. Donc ça, c'est un choix important à faire selon les pays. Et pour ça, elle va étudier la compétitivité prix et hors prix. En revanche, attention, c'est pas parce que vous réalisez un IDE que nécessairement vous délocalisez. Si vous délocalisez, ça veut dire que si vous créez une usine à l'étranger, vous fermez toutes les usines dans votre pays d'origine. Mais souvent, les entreprises, ils réalisent et ils conservent leurs usines dans leur pays d'origine et ils en créent une autre, une filiale dans un autre pays. Et donc, tous les IDE ne sont pas des délocalisations. Il faut vraiment, ça c'est le gros piège, il ne faut vraiment pas confondre les deux notions. Attention, attention, attention. Deuxième choix que l'entreprise a à faire, c'est est-ce que je fais moi-même ou est-ce que je confie à une autre entreprise que je vais appeler un sous-traitant certaines activités où je ne suis pas très très bon et qui ne sont pas essentielles à ma compétitivité. Et donc, on va avoir d'un côté l'externalisation, c'est que je fais appel à des sous-traitants à l'extérieur, ou bien j'internalise, c'est-à-dire que je vais intégrer tout ce qui est indispensable à ma compétitivité, y compris en rachetant des fournisseurs. Pour ça, pour internaliser, vous pouvez faire soit une intégration horizontale, c'est-à-dire tout ce qui est similaire, c'est-à-dire que par exemple, si jamais vous produisez des chaussures, et ben, toutes vos industries, tous vos fournisseurs de chaussures, etc., vous allez les racheter, les intégrer et puis faire un gros gros bloc. Soit vous allez faire une intégration verticale, c'est-à-dire que par exemple, si vous produisez des chaussures, vous allez racheter une entreprise qui fait du cuir, racheter une entreprise qui fait de la distribution de chaussures, de manière à tout contrôler. Et en fait, comment est-ce que ça se passe, ce choix-là? Eh ben, vous avez les entreprises qui étudient leur processus de production. C'est-à-dire qu'elles considèrent que pour fabriquer un produit, il faut passer par plein d'étapes différentes, de recherche, de design, de fabrication des composants, d'assemblage, etc., etc. Et que ce processus de production constitue une chaîne de valeur. C'est-à-dire que certaines parties vont vraiment ajouter de la valeur à ce que vous allez vendre et d'autres pas tant que ça. Et donc tout ce qui rajoute de la valeur à ce que vous allez vendre, généralement vous allez l'internaliser et tout ce qui en rajoute moins, vous allez l'externaliser pour faire des économies. Et donc pour chaque segment de production, l'entreprise elle évalue d'une part est-ce qu'il faut que j'externalise ou pas et d'autre part dans quel pays est-ce que je localise. Donc à chaque fois, on va voir quelle est la productivité et quels sont les avantages comparatifs du pays. Et donc le but, c'est vraiment de bénéficier d'un maximum d'avantages comparatifs et de gagner en compétitivité prix et hors prix. Et donc pour ça, par exemple, vous avez Apple qui fabrique des composants dans une dizaine de pays différents, qui ensuite va faire assembler ça par Foxconn, qui est un sous-traitant. Et puis Apple, il s'occupe uniquement en interne du processus de design, du service après-vente et du processus de vente. C'est tout ce qui lui apporte de la grosse, grosse valeur ajoutée. Et puis chaque étape est localisée dans un pays différent en fonction des avantages comparatifs. Alors comment est-ce qu'une fois qu'ils ont fait ça, une fois qu'on a vu ça, est-ce que va être déterminé le choix de localisation d'une FMR? Eh ben, d'une part, on va étudier la compétitivité prix. Alors, c'est quoi la compétitivité prix? Généralement, c'est surtout le coût du travail. Combien est-ce que ça coûte d'employer de la main-d'œuvre dans tel ou tel pays? Mais il y a également d'autres aspects.
le taux d'imposition, le taux de change, les droits de douane, etc., le coût des consommations intermédiaires. Et tout ça, ça va faire que vos produits, même si c'est les mêmes que ceux produits par les entreprises étrangères, vous allez pouvoir les produire moins cher et donc gagner des parts de marché. Donc vous allez chercher à localiser votre production de manière à être compétitif au niveau des prix. Ça va être votre premier critère de décision. Votre deuxième critère de décision, ça va être la proximité, la compétitivité hors prix. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus de jouer sur le prix, mais plutôt sur des aspects qualitatifs, d'image de marque, de différenciation, etc., etc. Et donc, vous allez chercher d'un côté à être proche de vos clients, donc à vous localiser dans un pays où vous avez de fortes parts de marché, pour être réactif, pour pouvoir vous approvisionner rapidement, avoir un service après-vente. Ça, par exemple, c'est la stratégie de Zara qui va maintenir toutes ses unités de production en Espagne de manière à pouvoir réagir hyper rapidement et faire tourner ses collections toutes les 2 semaines ou tous les mois. D'autre part, vous allez rechercher de la qualité de la main-d'œuvre ou capital humain, ce qui va vous permettre d'innover, d'avoir un positionnement haut de gamme, d'améliorer votre productivité, de différencier vos produits, etc., etc. Et puis, vous allez tenir compte des infrastructures et puis des institutions. Est-ce que le pays est stable ou pas? Est-ce qu'il y a des risques ou pas? Etc., etc. Donc, vous allez tenir compte à la fois pour votre positionnement, pour votre pays, des éléments de compétitivité prix et des éléments de compétitivité hors prix. Et si un pays vous permet d'avoir ces deux-là, eh ben, vous allez les installer dans ce pays. Sinon, vous allez installer vos activités de production brutes, entre guillemets, dans les pays à compétitivité prix intéressante et vos trucs de design ou de services après-vente dans des pays qui vous apportent de la compétitivité hors prix. Enfin, on peut se demander comment est-ce qu'on mesure le poids des FMN dans l'économie mondiale. Bon, bah, vous avez plusieurs manières. Soit vous pouvez calculer des flux d'IDE. Si vous avez des IDE, c'est que vous avez des filiales, c'est que vous avez des FMN. Donc, plus les IDE seront importants, plus le commerce international sera porté par les firmes multinationales. Soit on peut compter le poids, le nombre de sociétés mères et de filiales. Je vous rappelle, c'était quoi? C'était tac, tac, tac. Ouais, ça, on s'en fiche. Il y avait entre 1990 et aujourd'hui, on est passé de 11 000 filiales. Enfin, vous avez les chiffres dans votre cours. Sinon, vous pouvez vous intéresser au poids du commerce intra-firme, c'est-à-dire des échanges entre une maison mère et sa filiale ou entre deux filiales d'un même groupe. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a une grande partie du commerce international qui est du commerce entre entreprises qui appartiennent à un même groupe, c'est-à-dire, par exemple, Apple avec une sous-marque de Apple. Ça, on s'en fiche, ça, on s'en fiche, voilà. Conclusion. La conclusion, c'est que on nous demande également de voir avec vous quel impact a une variation du taux de change. Donc, je vous rappelle qu'un taux de change, c'est euh, une monnaie évaluée contre une autre. Si on a une monnaie dont le taux de change augmente, ça veut dire que nos exportations vont être plus chères, nos importations moins chères, donc notre balance commerciale va se dégrader. Au contraire, si notre comment dire, taux de change est bas, eh ben, on va exporter beaucoup plus. Pour terminer, voyons le programme. En s'appuyant sur les données concernant le commerce interfirme et sur des exemples d'entreprises multinationales, on abordera la mondialisation de la production. On analysera les choix de localisation des entreprises et de leur stratégie d'internationalisation. On étudiera à cette occasion les principaux déterminants de la division internationale du travail en insistant sur le rôle des coûts et la recherche d'une compétitivité hors prix. Firmes multinationales, délocalisation, externalisation, compétitivité prix et hors prix, commerce intra-firme. Et donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Des exemples de sujets, présenter les principaux déterminants de la délocalisation des productions des entreprises, recherche de la compétitivité prix et hors prix. Comment une entreprise peut-elle améliorer sa compétitivité hors prix? Ça, c'est en misant sur la qualité, la proximité avec les clients, en cherchant une main-d'œuvre qualifiée, en étant réactive, etc., etc. Distinguer la compétitivité prix et hors prix, ça c'est facile. Démontrer que les stratégies peuvent s'expliquer par la recherche d'une compétitivité hors prix, ça c'est toujours la même chose. Par quelle stratégie? Bon, etc. etc. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, ça c'est un exemple de sujet. Ah oui, voilà. Si par exemple vous avez un document comme ça, imaginons dans une dissertation, quelle est l'importance des critères de localisation d'une nouvelle implantation pour votre entreprise? Et pour ça, regardez, on a interrogé des décideurs internationaux, c'est-à-dire des chefs d'entreprise. Et ben, dans un document comme ça, il faut que vous distinguiez quels sont les éléments de compétitivité prix et quels sont les éléments de compétitivité hors prix. Regardez, les coûts de la main-d'œuvre et la taxation des entreprises
c'est quelque chose qui arrive en sixième et septième position. Et tout le reste, eh ben, c'est des choses qui sont plutôt de l'ordre de la compétitivité hors prix que de la compétitivité prix. Donc, ce qui va à l'encontre de cette idée que le seul truc que chercheraient les entreprises multinationales, c'est à avoir des coûts de production bas. Voilà, sur ce, on a terminé notre première révision. J'attends vos commentaires. Dites-moi si c'était clair, qu'est-ce que je peux améliorer et tout et tout. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos révisions. Voilà.